Un livre, Qui est Mélenchon, on en parlera tout à l'heure. Je trouve que c'est un des livres les plus passionnants que j'ai lus depuis la rentrée. J'ai adoré lire ça. Ça, c'est bien, parce que comme ça, vous justifiez que je me sois levé de bonne heure pour venir vous voir. Longtemps, mais de bonne heure. Écoutez, il est 9h05. Ah oui, mais bon, ça va, quoi. Et vous êtes déconnecté de la France qui se travaille, la France qui se lève tôt. J'ai un certain âge qui fait que maintenant, j'ai le droit de profiter un peu, de pas me lever aux horaires. À quelle heure vous vous levez d'habitude? Non, je me couche tard. Ah oui, longtemps je me suis couché de bonne heure. Qui est Mélenchon? Julien Drey, qui est Mélenchon? Bon, on va parler évidemment de Bruno Retailleau, on parlera de cette exécution provisoire, juste 2 secondes, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis? C'est-à-dire que si on fait exécution provisoire, l'appel ne sert plus à rien, Philippe Bilger. Oui, je comprends qu'elle puisse choquer, et j'ai entendu... Je ne parle pas du cas Palmade. Hein, non, mais bien sûr, au-delà même, elle m'a énormément choqué pour Marine Le Pen. Je comprends qu'elle puisse choquer dans la mesure où, évidemment, on a l'impression qu'elle considère que la cause est entendue. Et comme Nicolas Bedos, c'est un excellent exemple. Alors, il faut accepter l'idée que peut-être l'exécution provisoire, d'une certaine manière, est ordonnée lorsqu'on a l'intuition que l'appel ne changera rien. C'est mon... Mais je ne demande pas aux magistrats d'avoir des intuitions, pardonnez-moi. C'est mon point de vue. Il est évident que pour Marine Le Pen, il est peu probable que l'appel change quoi que ce soit en ce qui concerne les infractions, et pour Pierre Palmade, c'est évident aussi. Écoutez, d'abord, ce que vous dites n'est pas forcément juste. Je vous ai souvent dit c'est pile ou face. J'ai cité Georges Tron, qui une fois est au première instance. Je vous l'ai dit 10 fois. Mais je vous ai déjà et puis Bernard Tapie, vous m'avez répondu, vous ne pouvez pas contester les faits. Mais Bernard Tapie, pareil, il est acquitté en première instance, condamné en deuxième. Mais non, et alors? Eh bien, c'est pile ou face. Mais voilà. non, je suis désolé de vous le dire. Bah, si. L'intelligence, Pascal Praud, elle est capable d'aller vers l'ombre et vers la lumière. Oui. Mais c'est le même dossier pour Tapie ou Georges Tron. C'est le même dossier ou pas? Est-ce que c'est le même dossier? Mais bien sûr, mais donc c'est des magistrats qui apportent un regard différent sur 2 dossiers qui sont les mêmes. Mais c'est tout à fait normal. C'est normal. Ou la condamnation... allez dire ça à Georges Tron. Mais je suis prêt à le lui dire sans problème, s'il était là. Si vous me permettez, Julien Drey. J'ai entendu quelque chose qui, en tant que ex-parlementaire, me choque. L'intuition qu'en appel, les choses se passeront de la même manière qu'en première instance. Non. C'est quoi l'intuition? Mais je veux dire, un procès, c'est des intuitions. Non, c'est pas des intuitions. Je réponds aux éditos sans nuance, en l'occurrence de Pascal Praud. Je dis que l'exécution... Il en fait sans nuance, mais là, j'ai trouvé plutôt nuancé. Exactement, parce que là, alors là, dire qu'il n'y a pas de nuance dans ce que je dis... C'est pas parce qu'il a dit du bien de mon livre que je dis ça. Hein. Absolument, j'ai l'impression qu'il y a une relation de cause à faire. Là, d'abord, je suis désolé de vous dire, mais c'était très nuancé ce que j'ai dit. Pardonnez-moi. Bien, si vous le pensez. Ah bah oui, parfois je peux jouer à ne pas avoir de nuance. Avec modération. Ben oui. L'exécution provisoire. Mais lorsque je voulais dire l'intuition, ça n'est pas qu'en appel, on va mettre en œuvre des impressions. Je veux dire par là que l'exécution provisoire, lorsque les infractions sont constituées, n'est pas un scandale. Bruno Retailleau. Et on a le droit. Florian Bachelier qui est avocat. Ma casquette d'avocat. C'est juste en fait, le trouble que peut apporter le nuancé éditorial de Pascal ce matin. C'était juste se dire, en fait, il y a des critères pour qu'un magistrat décide d'opérer une exécution provisoire ou pas. C'est pas un bout de sanction complémentaire. Non. Et donc, naturellement, il faut l'interpréter de façon très restrictive. C'est pour éviter, notamment, que des faits délictueux soient ou criminels soient commis à nouveau. Et dans les cas que donnait Pascal, c'est vrai que on imagine peu ce sujet-là, mais on commente un dossier aussi en étant sur un plateau. On en parlera tout à l'heure de l'affaire Palmade, de toute façon, avec Célia Barotte, qui était hier sur le tribunal de Melun. Simplement, Bruno Retailleau. Parce qu'effectivement, Bruno Retailleau marque en ce moment l'opinion française par une sincérité, une authenticité, une détermination, et puis quelque chose qui est parfois impalpable, qui est un supplément d'âme, une sorte de souffle. Quand il dit la politique, c'est mystique, quand il fait appel à l'émotion, aussi au sentiment. Et c'est pour ça qu'il est très entendu, très écouté aujourd'hui dans l'opinion. Alors, il est intervenu ce matin avec Sonia Mabrouk et je vous propose de l'écouter d'abord sur la possibilité de censure et les conséquences de cette censure, et notamment une crise financière. Écoutons le ministre de l'Intérieur.
Parce que comme le ministre de l'économie, ce matin dans le Parisien, Antoine Armand, eh bien vous dites au Premier ministre, attention à l'impôt de trop. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai toujours... C'est quand même une pression sur le Premier ministre. C'est pas une pression. Simplement, Michel Barnier, en 15 jours, il a dû faire un des budgets les plus exigeants qu'on ait jamais fait sous la Ve République. Jamais. Vous le qualifiez. Donc s'il ne passe pas à crise financière, hier, le ministre des... Ah mais n'en doutez pas. Les Affaires étrangères a affirmé sur ce plateau que si Marine Le Pen votait la motion de censure, ce serait la chienlit. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas quand on voit la crise politique, c'est la crise politique, mais c'est immédiatement la bascule dans une crise financière. C'est vous le chaos, monsieur le ministre de l'Intérieur ? Ça n'est pas ça du tout. Mais ce que je peux dire, et je l'affirme à ce micro, c'est que demain, si le gouvernement tombait sur le budget, il y aurait immédiatement une crise financière. Crise financière et crise de régime ? Crise financière et crise politique. Mais vous savez que la dissolution... De régime ou politique, oui. De régime et politique. Pourquoi ? Parce que la dissolution, on ne peut en faire une nouvelle que dans un an, enfin qu'à l'été prochain, avec des élections au mois de septembre. Ça sert à quoi de faire tomber un gouvernement sur un budget? Ça sert précisément à mettre le chaos financier. À bon entendeur, Marine Le Pen. C'est-à-dire Marine Le Pen, si elle appuie sur le bouton, elle met le chaos, c'est elle qui serait comptable de la situation financière. Et moi, je respecte mais chacun sa propre politique. Mais faire tomber le gouvernement, très bien. Pour mettre un Premier ministre de gauche, pour mettre à ma place Madame Panot comme ministre de l'Intérieur, c'est ce que veut le Rassemblement national? Il pourrait tomber, ce ministre, ce gouvernement, entre le 20 et le 24 entre le 15 et le 21 décembre. Voilà. Pourquoi? On va arriver au moment du budget. Alors, il n'y aura pas de vote, ce sera 49-3 par le Premier ministre. À ce moment-là, une motion de censure va être déposée par la gauche, peut-être aussi par le Rassemblement national. Il peut y avoir 2 motions de censure? Il peut y avoir plusieurs motions de censure. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont unir leur voix pour... À votre avis? Tout dépend de Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen veut appuyer sur le bouton rouge? Il y a un argument quand même qu'il faut entendre, c'est les électeurs du Rassemblement national. Aujourd'hui, ils ne trouvent plus leur compte dans la situation actuelle. Oui, mais si crise financière, c'est eux qui sont percutés en premier. C'est l'argument de l'autre côté, du côté du gouvernement, qui est aussi entendable. Le fait d'avoir en solution de repli Madame Panot à l'intérieur, effectivement, ça fait mouche. En revanche, mettez-vous une seconde à la place d'un électeur du Rassemblement national. Vous avez un parti qui tente de s'accommoder avec le système depuis plusieurs mois, avec la stratégie dite de la cravate. Qu'est-ce qu'ils ont eu en échange? Quasiment rien. Si ce n'est un front républicain contre eux. Le fait de n'avoir aucun poste clé à l'Assemblée nationale et rien de leurs propositions retenu dans le budget. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Gérard Carrero. Oui, alors, puisque c'était ce matin le moment des intuitions, j'ai entendu l'intuition de mon voisin et ami Philippe Bilger. Moi, j'ai une intuition politique qui concerne effectivement à la fois Marine Le Pen, l'exécution provisoire. Je pense qu'il y a un lien entre les deux choses. Je pense que tous les arguments politiques allaient, depuis quelques semaines, dans le sens de le Front National n'a pas intérêt, le Front National a au contraire intérêt à durer, etc. Tout ça, à mon avis, est remis en question par la décision, les réquisitions, il ne s'agit pas encore d'une décision, les réquisitions sur l'affaire des assistants parlementaires. Je pense que Marine Le Pen, quand elle dit effectivement c'est la peine de mort pour moi, et je pense qu'à un moment donné, cette femme, enfin cette leader politique qu'est Marine Le Pen, a pensé que si on voulait sa peau à ce point, il n'y avait plus rien à ménager et qu'à partir de là, l'arme fatale de la censure était utilisable. Être utilisée. Un mot justement sur ces réquisitions qui m'intéressent dans le fonctionnement. Et vous allez me dire vraiment comment ça se passe. Réquisition, c'est le parquet. Oui. Le parquet, c'est entre guillemets l'exécutif. Oui, mais... Bon, est-ce que le procureur, la veille des réquisitions, sur un sujet aussi important que Marine Le Pen, est-ce qu'il remonte au procureur général, qui lui-même remonte au ministre de la Justice, qui lui-même remonte au président de la République? En clair, est-ce que les réquisitions du parquet sont connues la veille, selon vous, du président de la République ou du ministre de garde des Sceaux? Peut-être pas du président de la République, peut-être pas du garde des Sceaux, si j'en réfère à mon expérience. Dans les quelques affaires médiatiques que j'ai eues, j'ai toujours refusé de donner la nature de mes réquisitions pour une raison très simple, c'est que je ne les connaissais qu'à l'issue des débats. Ça n'a aucun sens de les donner avant. Je n'exclus pas que dans le statut hiérarchique, eh bien, les deux procureurs
et dit voilà ce que j'ai l'intention de requérir. Et ça n'est pas scandaleux dans notre système. Et je ne le dis pas, ça. Je ne l'aurais pas supporté parce que je suis un caractériel. Non. Mais, si. Vous êtes un caractériel ? Mais disons, j'ai du mal à supporter les dépendances, que ce soit sur les plateaux ou ailleurs. Mais oui, parce que paraît-il que quand vous rencontrez des gens à l'extérieur, vous dites Pascal ne me laisse pas parler. Ah non, je ne dis plus un mot, je sais que c'est terrible. Il ne faut surtout pas critiquer Pascal Praud. Ça c'est pas vrai. Et il m'arrive à l'extérieur même de vous défendre avec sincérité. Bon, je vous jure, un jour, on va faire une émission spéciale uniquement avec vous. Ce serait bien, mais je rêverais de ça. Ce serait la meilleure. Un dialogue à deux, c'est Julien Drey, on va écouter dans une seconde Bruno Retailleau sur ses ambitions présidentielles. Moi, j'ai lu votre bouquin. Qui est Mélenchon ? Et question simple, deuxième tour de la présidentielle, à Dieu de plaît. Jean-Luc Mélenchon contre Bruno Retailleau. On va écouter. Vous vous abstenez, vous votez Mélenchon, vous n'avez pas encore réfléchi. C'est assez simple. Parce que déjà, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Parce que déjà vous pensez que M. Retailleau sera candidat. Non, mais on va l'entendre là, parce qu'il est aujourd'hui. Pascal, vous êtes un homme expérimenté. Mais qui incarne la droite aujourd'hui ? Vous savez comme moi que les ministres de l'Intérieur, les premiers mois, ils promettent monts et merveilles et ils sont formidables. Oui, enfin, ils ont tous pris modèle. Vous savez quel est leur modèle ? Nicolas Sarkozy. Voilà, le premier. Voilà, le premier, etc. Et répondez à ma question. Je vais répondre. Je gagne un peu de temps. Attends, je réfléchisse. C'est de matin. Ça va vite chez vous, généralement. Non. Je serais bien ennuyé. Je serais bien ennuyé. Voilà. Quand je vous lis, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand je vous lis, je ne vois pas où vous seriez ennuyé, en fait. Avec ce que le réquisitoire que vous dressez contre Mélenchon. Si vous m'aviez dit, je vais être honnête avec vous, si vous m'aviez dit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ma réponse aurait été plus rapide. M. Retailleau contre M. Mélenchon, au regard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, du positionnement politique que prend Mélenchon et la France Insoumise, c'est pour ça que je vous dis... Mais Mélenchon-Le Pen, vous faites quoi ? Mélenchon Pen, j'avais dit au mois d'avril que je votais pour Mélenchon parce que voilà. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis à moi qui au départ me disaient non, et j'entends même des gens maintenant me dire s'il faut, on votera Le Pen pour faire barrage à Mélenchon. Bon, on n'en est pas là bien sûr, mais en revanche on peut écouter Bruno Retailleau, et je parlais tout à l'heure quand il fait appel à autre chose finalement qu'un programme, quand il dit l'engagement politique c'est pour moi une mystique. Il y a quelque chose, ou un idéal. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre ça, puisqu'on a souvent on a le sentiment parfois d'avoir des hommes politiques ou qui sont là par cynisme ou par opportunisme. Écoutez Bruno Retailleau. Moi, ma force, c'est ma liberté. Moi, je ne suis pas dévoré par le virus de la présidentielle. C'est ce qu'on dit au début. Je ne suis pas dans le coup d'après, ce qui me donne une forme de force et de liberté. Une anomalie alors dans la classe politique, monsieur peut-être, Retailleau. mais en tout cas, je suis là pour accomplir une mission. Pour moi, la politique, c'est un idéal. Voilà, c'est un idéal. Cet idéal, je m'y consacre. Et je veux montrer, et je le montrerai, si j'ai du temps, je le montrerai, que la politique, elle peut faire quelque chose aujourd'hui. Si vous avez du... J'ai deux observateurs sur le plateau de la politique, deux observateurs très différents et qui connaissent toutes les présidentielles depuis bien longtemps. Gérard Carrérou et Monsieur Drey. Quel est son potentiel aujourd'hui, selon vous ? Il monte, en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'il monte de jour en jour. C'est-à-dire qu'au fond, si le gouvernement devait être renversé là, dans les délais qu'on vient de mentionner, il resterait qu'une chose de ces quelques semaines du gouvernement Barnier, qu'un homme, ça serait lui, ça serait Retailleau, à mon avis. Donc, je pense qu'il s'est imposé en très peu de temps. Donc, il y a un potentiel. Bon, oui. Monsieur le Baron Noir, qui connaît bien la politique française. Je découvre. Bon, je le connaissais pas, pour être honnête. C'est pas ma génération, donc je vois qu'il a un certain talent. Mais vous savez, le ministre de l'Intérieur, il y a une réalité simple, c'est les faits, les chiffres. Donc, si dans les 3 mois qui viennent, il n'y a pas de modification substantielle en termes de sécurité, il sera aussi éphémère qu'une étoile filante. Est-ce que vous me permettez 2 remarques sur Bruno Retailleau ? Bien sûr, Thomas Bonnet. Ce qu'on peut noter quand même sur Bruno Retailleau, c'est sa constance d'abord. Il dit aujourd'hui ce qu'il disait il y a 20 ans. Et finalement, c'est assez rare dans le paysage politique actuel. Il n'avait pas forcément l'écho médiatique qu'il a aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais en tout cas, on forçait de le constater. Et puis, l'autre chose, c'est que jamais un ministre de l'Intérieur n'a semblé autant en adéquation avec les Français. Bruno Retailleau, il parle aux Français. Ce matin, il ne parle pas à Sonia Mabrouk, il parle aux Français. Et je trouve que c'est là, sa force, c'est d'être en adéquation avec une large majorité des Français sur un grand nombre de sujets en matière de sécurité notamment. Juste une remarque.
Quelle est la différence avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur? Je pense que c'est l'autre exemple que l'on peut citer dans son registre. Énorme. C'est que Nicolas Sarkozy, Philippe Bilger. même quand il réussissait son premier mandat à Beauvau, pensait à toute autre chose que l'intérieur. Et donc, il n'était pas dévoré par l'ambition, mais il n'était pas tout entier dans la tâche qui lui avait été confiée. Philippe Bilger. Avec le temps, Pardon. avec le temps que vous avez connu comme moi, vous pensez franchement que quand un homme politique vous dit « je pense pas à la présidentielle », il n'y pense pas? Il arrive que ce soit vrai. Philippe Bilger. Franchement, j'en ai rarement Philippe vu. Bilger. Quand Nicolas Sarkozy, à Neuilly un matin, il entre dans une classe pour sortir des enfants, quand il y a Human Bomb, vous pensez qu'il pense à la présidentielle? Mais arrêtez. Mon cher Arrêtez. Pascal, Arrêtez le un rapport, peu. Mais si. le rapport. Vous pensez que ce matin-là, il pense à la présidentielle Non. quand il va chercher des gosses? Si vous voulez me faire dire que Nicolas Sarkozy a du courage, a du talent, qu'il a fait une formidable campagne en 2007 et qu'il a beaucoup déçu après, on est d'accord. Et que, évidemment, vous considérez que la justice est laxiste, sauf en ce qui le concerne. Non, vous disiez simplement qu'il pensait à la présidentielle. C'était une manière de réduire son activité au ministère de l'Intérieur. Et j'ai pris un exemple très précis. C'était une manière, j'espère, élégante de contredire Julien Drey. Non, mais on va mettre les points sur les i. Il n'y a pas de honte à penser à la présidentielle. Non, Il n'y a non. pas de honte pour un homme Mais politique. j'ai expliqué un peu la différence. Qui aime la politique, puisque c'est ce qu'il dit. De penser à la présidentielle. Non. La seule question, c'est est-ce qu'en pensant à la présidentielle, vous ne faites rien avant parce que vous êtes totalement paralysé, ou si c'est l'inverse, vous dites je vais faire mes preuves, et parce que je vais faire mes preuves, peut-être que j'aurai... Voilà. Pierre Palmade. On parle de Pierre Palmade, même sur la sécurité, évidemment, qui est un sujet extrêmement important, et on le voit bien, par exemple, Florian Bachelier et, à Rennes, la police municipale n'est pas armée à Rennes. Et ça vous renvoie aux années du PS, Julien Drey. Hier, j'entendais cette interview absolument incroyable, Laurent Tapie, interrogé, fils de Bernard Tapie, disait dans le débat, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen, c'est mon père qui avait tort. Sur la forme, Bernard Tapie a gagné, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui avait raison, d'une certaine manière, sur les arguments. Et ça pose effectivement, parce que vous étiez au cœur de ça, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Ah oui. Comment ça, j'ai pas vu? Touche pas à mon poste. J'ai de la chance, il y a le gong alors. Non mais, touche pas à mon pote. Oui. Et on a tous, j'ai envie de dire tous porté ce match-là. Mais on n'a pas vu les conséquences de la non-assimilation et de la non-intégration qu'on était en train de produire. On va faire une spéciale un jour sur le bilan de SOS Racisme, parce que vous réécrivez l'histoire les uns et les autres. SOS Racisme, il n'a jamais gouverné le pays. Désolé. Il a influencé fortement. Il a influencé pour permettre la victoire de François Mitterrand en 88. J'assume. Pas que ça. J'assume, mais après, si vous croyez que le bilan du deuxième septennat de François Mitterrand est bon, notamment par rapport à tout ce qui était le combat de SOS Racisme, je vous dis non. Oui, mais non. C'est-à-dire que Sabrina Bedjaber. La ghettoisation, c'est Alors, pardonnez-moi. Alors, c'est dommage parce que c'est passionnant ce que nous disons.